Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Nouvel épisode un peu spécial cette semaine puisque c'est l'ultime majeur masculin de l'année qui occupera évidemment toutes nos conversations. Un British Open lui aussi très particulier puisqu'il revient enfin en terre irlandaise au Royal Portrush. On parlera de ce tracé sublime avec des champions qui vont le fouler et évidemment pas moins de 4 Français au départ. Allez, c'est parti et bonne partie. Et pour animer cette émission, j'ai le plaisir d'être accompagné par Arnaud Thious en studio et par Benjamin Cadieux du Journal du Golf, lui qui est en direct de The Open. Bonjour messieurs. Salut Martin, salut Ben. Salut tout le monde. Alors évidemment, Benjamin, je vais me tourner rapidement vers toi puisque tu as la chance, le petit vénard, d'être en direct du Royal Portrush, d'être en direct de ce 148e British Open. Raconte-nous un peu l'ambiance déjà de ce British qui retrouve enfin l'Irlande du Nord pour la première fois depuis 68 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, depuis 1951, ça fait son retour dans la rotation et le Royal Ancien a bien fait parce que bon, le British Open, on connaît, c'est la meilleure ambiance de l'année sur les parcours. C'est plus de 60 000 personnes tous les jours, voire même plus, qui sont ultra contents d'être là. Qu'il y ait du vent, qu'il pleuve en pleine averse. Les gens, ils ont le smile, ils sont contents de croiser les joueurs, même si bon, ils ont des Irish Open chaque année qui sont toujours très relevés, mais là, le retour de The Open, ça donne un plaisir aux gens ici en Irlande du Nord et puis en Irlande, parce que quand on parle au Nord irlandais, ils sont avant tout irlandais, même s'ils sont britanniques. C'est du plaisir. C'est vraiment la meilleure semaine de l'année. Moi, j'étais un grand amoureux de l'US Open pendant une dizaine d'années. J'ai découvert le British il y a 3 ans et là, je vous annonce, les gars, plus jamais je vous laisse la place pour courir le British Open. C'est le tournoi de l'année. Et voilà, niveau ambiance, c'est ça. On se prend des bonnes drages sur la tronche, mais on est tous contents d'être là et il y a pas une personne pour râler, que ce soit joueur, caddie ou spectateur. C'est suffisamment rare pour être signalé, Ben, de votre part. Pour l'instant, tout le monde est un peu content parce que les choses sérieuses n'ont pas spécialement encore commencé. Ben, si je dis pas de bêtises, raconte-moi un peu ce défi, ce parcours du Dunluce, course du Dunluce, comme on dit par là. C'est le tracé sur lequel va se dérouler ce British Open. 6715 mètres de long et puis des fairways super étroits. Qu'est-ce qu'il faut bien faire là-bas? C'est comment ce parcours? C'est pour l'instant, et ça, de toute façon, je pense que ça bougera pas, ça n'a rien à voir avec Carnoustie l'an dernier. Vous vous souvenez, Carnoustie en Écosse sortait d'une grosse sécheresse, de 2 mois de sécheresse, donc on l'avait joué très sec et très permissif comme jamais. Ça avait pas été un monstre, Carnoustie. Là, en l'occurrence, Portrush, c'est beaucoup plus humide. Il y a encore beaucoup plus ce matin. La météo est assez humide depuis quelques semaines, donc le parcours est assez souple. Donc le parcours se joue assez long, donc ça complique les choses parce que vous savez, Portrush, c'est un parcours un petit peu plus étroit qu'a pu l'être par exemple Carnoustie l'an dernier et qui me fait pas mal penser à Birkdale l'an dernier. C'est-à-dire que si vous vous égarez, vous vous faites punir mais d'une force avec du rough très épais dès la 3e tonte. Si vous vous égarez, ce qui arrive souvent vu le vent, votre balle est quasiment injouable. Si un Marshall l'a pas vu tomber, vous allez la chercher avec tout le public pour la retrouver. Donc c'est un parcours que c'est son étroitesse qui m'a choqué par endroits. Vous avez 15 mètres pour poser la balle sur les fairways, et si vous voulez jouer un fairway plus large, il faut jouer plus court. Le problème, c'est que si vous jouez plus court depuis le départ, vous allez vous taper des cannes monstrueuses en second coup. Là, on a suivi un peu les Frenchies hier. Ça, on en reparlera évidemment un petit peu plus tard. C'est surtout le côté très ondulé avec beaucoup de dénivelé qui frappe quand on voit les images de ça. Il y a du dénivelé, mais vraiment, ce qui me frappe, c'est l'étroitesse, vraiment des tout petits greens, par endroits des fairways vraiment très minces, quoi. Donc va falloir être très précis. Mais alors, comment être précis quand le vent se lève et que vous êtes sous la pluie? C'est très très compliqué. Va falloir être un maître dans l'esprit du links, un maître comme Padraig Harrington par exemple, quoi. Donc, justement, Arnaud, une petite question pour. Oui, justement, Ben, la météo, ils annoncent quoi? Parce que en même temps, ça va être très difficile. Mais c'est fais-nous, Madame Météo. C'est ce qu'on veut. Nous, on veut du vent. On veut qu'ils en. J'allais dire, enfin, qu'ils. Ouais, alors là, j'ai le dernier bulletin. J'ai le dernier bulletin sous les yeux, le bulletin météo local. Alors finalement, ça devrait pas être si monstrueux. Alors demain, ça va être compliqué. Il y a 70% de chances d'averses. Il y aura des averses un peu tous les jours, mais moi, ce que je regarde, parce qu'à la limite, la pluie,
Ça, les joueurs, ils arrivent à s'en tirer. C'est-à-dire que vous avez des équipements quand même très performants maintenant. Vous avez un caddie pour s'occuper du sac et le parapluie à la main. La pluie, vous allez relativement vous en sortir. En revanche, le vent, c'est plus compliqué à contrôler. Mais je vois pas, pour l'instant, dans la météo jusqu'à dimanche, je vois pas de rafale à plus de 25 miles par heure. Donc, pour l'instant, ça va pas si bastonner que ça. Ça va pas être la monstruosité qu'on avait eu à Bordel le deuxième jour, par exemple. Pour l'instant, c'est pas au programme. Mais le truc, c'est que ça n'arrête pas de changer. C'est-à-dire que, par exemple, la semaine dernière, en Écosse, pas si loin d'ici, ils annonçaient une météo pourrie. Ils ont eu le soleil toute la semaine. On devait avoir une petite fin du monde jeudi matin. Finalement, ça devrait le faire. Donc, 70% de chance de pluie et 5 millimètres de pluie maximum. Et rien au-dessus de 25 miles en termes de rafale. Ouais, mais Ouais, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle le temps irlandais, c'est le temps le plus incertain du monde. Et qui justement, et qui dit Irlande et Portrush, dit évidemment, on va commencer à en parler des grandissimes favoris, parce qu'on a parlé de la scène, maintenant on a envie de parler des acteurs, d'un des grandissimes favoris, si ce n'est le grandissime favori de ce 148e British Open, c'est un peu le quasi local de l'étape, Rory McIlroy. Messieurs, vous y croyez, vous, à une victoire de Rory dans ce British? Arnaud, t'y crois, toi? Oh bah bien sûr, de toute façon, vu comment il joue, et puis il pense qu'à ça, je pense, depuis qu'il sait que ça arrive. Donc je pense qu'il a su se préparer. Après, c'est ce qu'on disait hier dans la première partie de ce podcast. Il va falloir qu'il démarre bien, parce que c'est sûr que voilà, soit il va être porté par le public, soit sinon il va commencer à vivre un cauchemar, en tout cas la fin de son rêve. Donc voilà, encore une fois, plus que jamais, il va falloir qu'il démarre bien dans ce British, Rory. Et Ben, justement sur place, toi, j'imagine que tu l'as vu, que Rory, il est omniprésent partout dans la presse locale, à la télé, il est partout. Cette pression locale, elle est positive ou elle est négative dans les mots, dans la tête de Rory? Bah, ce que Rory dit, enfin, quand on le suit sur le parcours, il essaye d'être le plus relaxé possible et c'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai essayé de faire toute la semaine, essayer d'être relaxé. Alors, entre le dire et le faire, quand vous avez tout un peuple qui pousse pour vous, que vous êtes le favori, comme tu l'as dit, le favori numéro un, ça va être quand même beaucoup plus dur à réaliser. Après, Rory, ça fait quand même quelques années que quand il se pointe au Masters ou au British, il est le favori et cette pression, il commence à être rodé. Donc, moi, je l'ai trouvé relativement décontracté. Alors, évidemment, dans ces cas-là, quand vous êtes le local, bah, au détour de chaque fairway, vous croisez des copains, des cousins, des membres de la famille ou des potes parce qu'il a grandi ici. Il a grandi à quelques kilomètres d'ici. Il a été membre ici. Donc, évidemment, c'est très compliqué. Donc, après, le problème, c'est que pour déterminer des favoris, évidemment, il faut voir sur quel draw vous avez tombé. Est-ce que vous avez tombé sur un grain maritime qui vous tombe sur la tronche et qui rend un passage de 2-3 trous injouable? Il va falloir qu'il ait de la chance aussi là-dessus, mais en tout cas, il a l'air relativement décontracté. Il a quand même l'habitude d'être l'attraction et que le British Open, qu'il soit à Liverpool ou qu'il soit à Portrush, il sera de toute façon favori à chaque fois et ça va durer deux décennies encore pour lui. Donc ça commence à être la routine pour lui. Après, comme il l'a dit, c'est pas prêt de revenir à Portrush l'Open. C'est une occasion unique pour lui de gagner à domicile, vraiment tout près de chez lui. Donc c'est ultra particulier. On a vu il y a 2 ans, c'était le cas pour Tommy Fleetwood à Liverpool. Il était carrément à la maison et ça s'était pas très bien passé pour lui. Il n'avait jamais réussi à se mettre vraiment dans le tournoi. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça, mais c'est un gros challenge de décontraction qui attend Rory pour la semaine. Il y en a un autre qui est relativement décontracté, mais un peu tout le temps, et surtout en majeur, c'est le numéro 1 mondial, évidemment, Brooks Koepka, qui lui aussi a un avantage local, parce que son caddie, Rick Elliott, est carrément lui aussi membre du club. Le numéro 1 mondial, on le rappelle, il a déjà terminé deuxième du Masters, premier du PGA et deuxième de l'US Open. Il a toujours ce statut d'underdog, enfin de bonhomme un peu qui va venir de l'ombre, ou c'est vraiment l'homme à abattre, encore une fois, cette semaine? Bah il a toujours cette posture un peu de pas grand monde parle de moi et ça me vexe un peu, mais en même temps ça me va très bien. Après il se dit pas dans une forme incroyable. Hein. Bon, Skopka, je crois qu'il s'est donné une note de 4 sur 10 sur son jeu. Après c'est vrai qu'il va être encore un peu sous le radar parce qu'il a cette image de bombardier américain qui tape très fort et qui se laisse des toutes petites cannes et qui cale les potes à moins de 5 mètres. Donc bon, on parle pas plus que ça de lui. C'est vrai qu'on est focus sur des Rory, sur des Jon Rahm, sur des gars qui théoriquement ont l'ADN Lynx en eux. Donc on s'intéresse pas trop à lui, mais va falloir bien driver sur
sur ce parcours. Comme dit John Ram, le driving, ça va être une des clés cette semaine, surtout sur un parcours qui va jouer très long, très souple, et ça nous rappelle un peu, évidemment ça n'a rien à voir, mais ça rappelle un peu les conditions qu'il y avait eu au PGA, des fairways très souples, qui avantage un mec qui porte la balle à 2,80 yards vent de face et à 3,10 vent dans le dos. Donc cet avantage de longueur, il existe aussi sur un links, et encore plus quand le links il est mouillé. Et là c'est le cas. C'est le cas. Il est très vert ce links. Il a plu beaucoup ce matin. Il va encore pleuvoir. Et ça, c'est son avantage de puissance. Il va jouer. Et puis il a toujours ce petit côté, comme je vous l'ai dit, un peu sous le radar, dont ne bénéficie pas un Rory McIlroy. Donc il faudra quand même surveiller, même si bon, c'est pas forcément le profil de joueur du links britannique. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez Arnaud et Ben, mais je crois que Brooks Koepka, s'il termine premier ou deuxième de ce British, ce sera le premier de l'histoire à enquiller 4 tournois du Grand Chelem la même année dans une position de premier ou deuxième. Donc c'est quand même aussi une sacrée pression pour l'histoire pour Brooks Koepka. Arnaud, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, je pense qu'ils jouent pas de toute façon, ça c'est toujours pareil. Ça les intéresse pas à ces joueurs-là de faire deuxième, ils s'en moquent, même s'il fait 8 fois de suite deuxième et qu'il rentre dans l'histoire. Voilà, c'est le seul truc qui compte, c'est de gagner. Donc c'est ce qu'on avait dit à Dustin Johnson aussi au moment du Masters. On lui avait dit vous avez fait le Grand Chelem de deuxième place, il avait dit oh là là, ça me bouleverse quoi. Voilà, je pense que Koepka, s'il est le premier à faire premier ou deuxième de tous les tournois du Grand Chelem, ça va le bouleverser. Il n'en aura rien à faire. Voilà, ce qu'il veut, c'est gagner et il sait mieux le faire que les autres depuis 2 ans au Grand Chelem. Et tiens, tant que j'y pense, j'ai un petit quiz parce que vu que c'est moi qui ai les manettes de l'émission cette semaine, je fais un peu ce que je veux. Et c'est Benjamin qui est sur place, donc c'est lui qui va répondre. Ah bah non, mais tous les deux vous devez répondre, ça c'est important. Est-ce que avec toi Martin qu'avec JP hein. Ah ben, ça lui fera grand plaisir et on l'embrasse évidemment, JP qui se repose un peu parce qu'il a beaucoup travaillé ces derniers temps. Est-ce que vous savez messieurs la dernière fois que les États-Unis ont empoché les 4 tournois majeurs la même année ? Je vous laisse 5 secondes à tous les deux. Allez, bam, 88. Perdu. Non, j'ai pas vu. J'ai vu que j'ai failli lire le papier. J'ai vu un papier là-dessus, mais je l'ai pas lu. Ouais, bon, j'avoue, moi j'avais la solution, c'est facile. C'était 82. Il y avait Craig Stadler qui avait gagné le Masters, Tom Watson qui avait gagné 2 fois l'US Open et The Open, et Ray Floyd qui avait gagné le PGA. Voilà. Évidemment, espérons que ça se reproduira. On enchaîne avec l'instant. Ils ont perdu la Ryder. L'instant préféré d'Arnaud dans n'importe quel podcast, c'est l'instant et Tiger Woods dans tout ça. Arnaud. C'était maintenant qu'il a gagné le Masters, on s'en moque de Tiger Woods. Bah oui, mais justement, il a fait ce qu'il fallait. Il n'a pas joué en compétition depuis un mois. Est-ce qu'il peut empocher sa 4e Claret Jug ? Benjamin, je te donne la parole parce que tu as fait un papier vachement intéressant il y a quelques jours de ça, justement sur le fait que Tiger, quand les conditions sont un peu compliquées, c'est compliqué pour lui à The Open. Oui, c'est vrai qu'on l'a jamais vu s'imposer dans la grosse bagarre météorologique, mais j'en discutais à distance avec Philippe Chassepeau, qui est notre maître à tous, en tout cas le mien, et qui disait mais enfin il n'a jamais eu vraiment l'occasion de se battre dans des conditions comme ça. Alors moi je reste un peu bloqué sur le Muirfield de 2002 ou 2003, vous allez me corriger, mais où il avait pris son fameux 81. Mais c'est vrai que j'ai envie de voir ce que peut faire Woods avec son corps de mec de 43 ans qui est brisé de partout, dans l'humidité et dans le froid. On sait que c'est vraiment pas ce qu'il aime. Alors, toujours cette énigme de la météo, là, on en a parlé tout à l'heure, on va pas revenir dessus, on sait pas trop à quelle sauce il va être mangé et sur quel draw il va tomber. Mais bon, c'est un Woods qui se dit un peu vidé mentalement par le Masters, qui a quasiment pas joué depuis le Masters et pas forcément très bien, et qui va se retrouver sur un parcours où il fait froid et humide. J'y crois pas des masses. Maintenant, je croyais pas que Woods avait regagné un tournoi un jour, et on m'a bien fait remarquer à ce podcast que l'inverse s'est produit. Certainement pas moi. Donc voilà, on a un Woods qui va la jouer à l'ancienne, et puis à la stratégie. Il n'y a pas meilleur que Woods pour taper des coups de fer sur les bonnes profondeurs et garder la balle en jeu, pas faire de grosses bêtises. Donc pourquoi pas ? Mais on a vraiment la sensation que ce British, comme tu le dis depuis tout à l'heure, par rapport au parcours et par rapport aux conditions de jeu qui sont évidemment changeantes et qui vont être changeantes, que ce British il va jouer vraiment au mental, mais un peu comme un US Open, c'est-à-dire c'est les gros grinders, c'est les gros créatifs, c'est ceux qui sauront être les plus stratèges. C'est vrai que Woods il coche quand même pas mal de cases là-dedans. Il coche un paquet de cases, mais je pense que là si le physique suit pas, ça va quand même être compliqué. Je pense que cette phrase, moi, elle me reste en tête. C'est que, voilà, quand il fait froid et particulièrement humide, mon corps bouge moins vite, quoi. Il va mettre un paquet de temps à se mettre en route le matin. Donc, c'est le vendredi où il joue un petit peu plus tôt.
va voir comment il va gérer ça. Évidemment, c'est Tiger Woods, il faut pas y toucher. Je remets pas en cause les 15 majeurs qu'il a gagnés, qu'il est bien au-dessus de tout le monde, mais quand le corps ne fonctionne moins bien dans ces conditions-là, je doute. Mais ça serait encore plus beau de le voir écraser le champ, comme à la bonne époque. J'y crois pas, personnellement, j'y crois pas. Moi, c'est pas sur lui que je mets une pièce et voilà. Après, il va la jouer à l'expérience, il va garder la balle en jeu, il va essayer de pas prendre de double bogey et puis à voir s'il tombe sur le bon draw. Arnaud, Benjamin, je vois Arnaud qui trépigne, mais depuis tout à l'heure, je trépigne pas. Non, mais c'était effectivement en 2002, hein, Murfield, puisque c'était là qu'elle s'avait battu levé en play-off. Non, mais pour Woods, c'est le... Effectivement, quand on voit la moyenne d'âge du vainqueur du British ces dernières années, c'est au-dessus de 30 ans. C'est le seul. Il y a des quarantenaires. Ouais. Voilà, c'est le seul tournoi majeur. Et c'est effectivement, avec le Masters, le tournoi qui semble lui convenir le plus à Tiger, là où il peut je pense faire. Qu'avec Carnoustie était parfait pour lui l'an dernier. C'était un petit peu tôt, là, mais il avait quand même pris la tête ou rejoint la tête après 9-10 trous le dimanche. Je pense qu'il aurait fallu des conditions un peu plus sèches et chaudes, comme Carnoustie en est, là où on peut faire vraiment rouler la balle. C'est ce qu'il disait en point presse. Ok, je suis 30 mètres moins long qu'Opka et DJ, mais je peux la faire rouler. Le problème, c'est que s'il continue de flotter comme ça le soir et même en pleine journée, les balles, je vous le garantis, elles vont plus rouler beaucoup. Voilà. Et si vous jouez fer 2 au départ, vous avez encore fer 2 derrière. Et pour toucher des greens gros comme le jardin d'Arnaud Tillot, c'est très compliqué ensuite. Il y a des greens, c'est des timbres-poste, quoi. Donc, vous avez beau être Woods, quand vous avez 30 miles de vent latéral comme au 10 et 11 et un long fer pour toucher le green, ça va quand même être très compliqué. Donc, on va voir, mais c'est pas sur lui que je mets la pièce. Alors, c'est sur qui que vous mettez la pièce, Benjamin ? Ça, on en parlera tout à l'heure. J'aime bien Jon Rahm. Alors, ok, c'est parce qu'il a gagné déjà 2 fois en Irlande, sur la ville d'à côté. C'était pas ce parcours-là, mais à Port Stewart, mais ça ressemblait un petit peu. Même si Port Stewart était un petit peu plus vallonné et tout aussi beau, mais ça reste un links et il a des très bonnes vibes ici. Il a fait 4e premier en Irlande. Le public irlandais l'adore. Gâche pas tous tes arguments parce qu'il y aura évidemment la séquence préférée aussi d'Arnaud dans le podcast qui est la séquence pronostic et ça on verra ça à la fin. Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et on continue évidemment notre tour d'horizon de ce 148e Open britannique de l'histoire. Un British qui verra cette année 4 Français s'élancer, Benjamin Hébert, Romain Langasque, Alexander Lévy et Mike Lorenzo verra. Benjamin, je crois que tu as suivi quelques-uns de ces Français en partie de reconnaissance. Comment ils sont et qui est-ce qui t'a impressionné ? Alors, qu'est-ce qui m'a impressionné ? Romain Langasque, tout simplement. Tout le monde a été beaucoup impressionné par Romain quand il a débarqué après sa victoire au British Amateur, sa super perf au Masters. Et je regardais ça de loin, je regardais tout le monde enquiller des papiers sur Romain. Et c'est vrai que là, je me suis intéressé un peu plus à lui. Et c'est vrai qu'il t'ensorcelle assez vite, Romain, parce qu'il parle juste avec toujours une grosse persuasion dans le regard, une grosse confiance en lui, sans tomber dans l'arrogance. Et quand vous le suivez sur le parcours, ça tape fort, ça chip très très bien. J'adore sa créativité et ses capacités à alterner des coups autour des greens qui se marient à merveille pour le links et la créativité que ça vous demande. Ça peut pas trop mal non plus. Là, visiblement, on le voit à 3e sur un Rolex Series. Et même s'il a dit qu'il avait eu un petit peu peur, un petit peu de pression le dimanche pour se lancer, il a encore appris beaucoup dans ce gros tournoi. Il a posté son -20. Il m'impressionne. Et après, derrière, je suis allé voir ses stats sur European Tour. Et il y a quand même des choses qui parlent. Moins de 70 de moyenne de score, c'est-à-dire c'est top 12 européen. Il est top 10 sur les greens en régule. Il a gagné 1 point de stroke gain putting au putting, ce qui était un petit peu son point faible et ce qui lui a coûté cher ces 2 dernières années. Il y a tout qui est au vert et puis c'est une sorte de... Il y a tout qui marche là chez lui. Il y a vraiment beaucoup de choses. Maintenant, à voir comment enchaîner après un top 3 au Scottish. Ouais, c'est un peu la question que j'allais te poser. C'est quand même 2 joueurs, évidemment Benjamin Hébert qui a terminé 2e, perdu en play-off, et Romain qui fait 3e du Scottish Open la semaine dernière, donc il y a à peine quelques jours de ça. Enchaîné après une semaine comme ça qui quand même a puisé dans les réserves, si ce n'est physique, du moins mental. Tu les as sentis encore vifs ces deux-là, encore alertes à ce niveau-là? Ouais, ils ont lâché du jus, ils le disent. Physiquement, ça va parce que maintenant, ils se préparent très très bien physiquement. Romain Langasque n'a pas joué Valderrama parce que lui a ce confort-là par rapport aux autres Français, c'est qu'il sait qu'il est qualifié à The Open.
depuis le mois de janvier ou décembre, c'est ça. Il s'est qualifié en Afrique du Sud avec un des spots disponibles sur exactement, en l'un finissant de ses tournois en 3e, Afrique 5e, du je sais Sud. plus, 5e je crois. Voilà, il a pu planifier son calendrier et ne pas jouer Valderrama. Donc au final, il a un tout petit peu plus de jus physique par rapport aux autres. Par contre, ouais, il a lâché du jus mentalement, il l'a dit. Hein, il avait un petit peu peur dimanche matin en se réveillant. Il savait qu'il allait jouer le top du leaderboard d'un Rolex Series sur un pays de golf. On n'est pas en Chine, hein. Là, on est sur on joue devant un public plein et qui connaît le golf, devant des caméras, avec des grands joueurs. Donc ça a été très particulier. Ça lui a demandé beaucoup. Il a été malin, il a été très malin. Il a résisté à cette impatience de venir à Port-Roche dès le lundi, dès le lendemain du Scottish Open. Il allait faire un petit tour à Édimbourg, donc il s'est reposé et il s'est pointé au golf que mardi. Donc à voir. Ça va être la grosse énigme. Est-ce que les Français vont pouvoir enchaîner? Maintenant, il a 24 ans, c'est plus un rookie, il joue très très bien. Vous avez pu voir dans son interview qu'on a mis sur l'équipe cet après-midi qu'il a confiance en lui et qu'il a absolument pas peur de performer. Donc maintenant, à voir si, comme pour Woods et d'autres, s'il tombe sur le bon draw, s'il lui arrive pas de grosses catastrophes et qu'il nous cale un ou deux putts. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est Romain qui m'a le plus impressionné. Alors de ces 4 Français engagés cette année, le plus régulier, même si c'est pas le meilleur au classement de la Resto Dubaï, c'est Mike Lorenzo qui, je crois, n'a raté, c'est même j'en suis sûr, n'a raté qu'un seul cut et qui affiche une moyenne de score de 69,96. Donc comme tu le disais Ben, c'est parmi le top européen et qui lui aussi a récemment terminé 9e de l'Irish Open justement sur un links. Arnaud, tiens, je me tourne vers toi puisque c'est un des joueurs que tu aimes bien et moi aussi de fait, évidemment, mais ce serait logique de voir performer Mike Lorenzo cette année sur un British Open comme celui-là. Bah oui, de toute façon on l'a vu, il est en train de passer année après année des caps. On l'a encore vu à l'USPGA cette année. Voilà, il peut se battre au milieu des meilleurs. C'est ce que dit Ben depuis le début. C'est ce qu'on disait aussi hier. Le British Open, voilà, il y a une part de chance. Ça va dépendre un peu des conditions météo, mais c'est sûr qu'il y a tout. Lui, contrairement à Benjamin et à Romain, il n'a pas puisé dans les réserves dimanche. En tout cas, il n'a pas été jusqu'au bout. Donc, ouais, il a tout pour réussir. Et je pense que ouais, il l'espère et il y croit beaucoup. Et on y croit tous. Ouais, et alors par contre, le gros point d'interrogation de ces 4-là, de ces 4 mousquetaires, j'ai presque envie de dire, c'est Alexander Lévy et sa forme un peu fluctuante, voire pas très bonne depuis le début de cette année. Benjamin, tu as eu des news fraîches du quintuple vainqueur sur le tour? Ouais, déjà, on l'a suivi sur le parcours et c'est vrai qu'on a rarement vu Alexander Lévy douter. Enfin, c'est pas tellement qu'il doute, mais travailler autant sur son swing sur le parcours à une avant-veille, une veille de majeur. C'est-à-dire qu'il est en train de de travailler sur son swing avec Sean Foley, qui est son coach depuis cet hiver, et ils ont tout cassé. C'est-à-dire qu'avec son ancien coach qui s'appelle avec Pete la moustache, Martin. Pete Cohen, voilà, c'était faire très très simple. Il gardait le club devant lui. C'était un peu plus vertical. Maintenant, avec Sean Foley, on garde le club un peu derrière lui et on essaye de simplifier ça. Mais bon, c'est pas encore entré dans l'ADN d'Alex. Il se cherche beaucoup. Il y a des très bons coups qui partent, mais il y en a aussi des mauvais. Et là, on sent il est très agacé sur le parcours. Il est pas encore prêt. Clairement, c'est pas un risque que je prends, mais il est pas encore prêt. Il y a beaucoup de coups ratés, mais il est pas loin. Donc on en a parlé avec lui. Maintenant, il a pris un risque de venir bosser avec Sean Foley. Il a dit j'ai voulu bosser avec l'un des top coachs au niveau mondial. Donc, mais il s'est expliqué sur cette volonté justement de évidemment changer un coach. Voilà, c'est parce que tu crois en son discours et en sa méthode, mais là casser un swing qui quelque part a plutôt prouvé qu'il fonctionnait plutôt pas trop mal en gagnant 5 tournois sur le Tour européen en quelques années de professionnalisme. Ouais, mais il n'était pas satisfait de certaines choses. Il avait des big miss, des coups vraiment ratés forts qu'il voulait bannir de son jeu. Et surtout, il voulait comprendre. Maintenant, il veut comprendre, Alex. Il veut comprendre ce qui se passe dans son swing. Il veut des réponses. C'est ça qu'il nous a dit cet après-midi. On n'a pas encore tapé l'interview, mais il veut comprendre ce qui se passe dans son jeu, un peu à la Woods. Alors, après, on n'est pas en sa tête, on n'a pas de conseils à lui donner, mais c'est vrai qu'on était habitué à ce côté fonceur d'Alex. Je me mets devant la balle, le smile. Je vise les drapeaux et j'éclate la balle et je plante des tournois. Et maintenant, c'est un Alex plus posé qui veut comprendre ce qui se passe. Keimer l'a fait aussi il y a quelques années. Ça n'a pas forcément pour l'instant très, très bien marché pour l'Allemand, qui était une merveille de feeder.
Oui, c'est ça, qui jouait en de fade, fader. qui a voulu ajouter le draw à son sac. Là, maintenant, Alex veut comprendre. Voilà, il a pris l'un des coachs les plus pointus du circuit. Je l'ai chopé un peu, Sean Foley, là, il suivait Danny Willett et il m'a dit que Alex voulait grandir, voilà, ce mot-là, évoluer, grandir. C'est noble de sa part, c'est-à-dire que quand on gagne 5 fois sur le tour, si je dis pas de bêtises, c'est noble, c'est couillu même de vouloir aller changer les choses. Maintenant, voilà, faut que le physique tienne. Il a été blessé 2 mois cet hiver, Alex. Et surtout, il y a un autre truc qui pour moi me fait un peu tiquer et qui fait aussi tiquer Alex et qui fait tiquer Sean Foley, c'est que ces deux-là ont de la peine à se voir. C'est-à-dire que Alex n'est pas encore vraiment installé à Miami, même s'il a un appart. Il veut aller jouer sur le PGA Tour d'ici 2 ans. Il me l'a redit. Seul truc, c'est que voilà, pour l'instant, il est en Europe, il joue en Europe, et Sean Foley, il est à Orlando, donc vous y allez pas en RER en 3 quarts d'heure, quoi. C'est un peu, Donc compliqué, ça c'est un gros problème. Et Sean Foley me l'a redit, il a dit ok, on bosse ensemble depuis 4 mois, mais on se voit pas suffisamment. Donc ça c'est l'étape suivante pour Alex, venir s'installer aux États-Unis, avoir son coach, à 2 heures de bagnole et se voir plus souvent. Je pense que ça passera par là. S'il continue sur ce système-là, il va vraiment falloir qu'il aille aux US. Sinon, si vous me demandez mon avis, j'ai peur que Alex il parte sur une voie assez compliquée s'il reste en Europe. Arnaud, il a raté 8 de ses 9 derniers cuts. Hein. C'est quand même la catastrophe pour Alex en ce moment. Et Sean Foley est venu avec lui sur le parcours pendant combien de temps parce qu'il a le temps de s'occuper même quand il est là. Ouais. Parce qu'il a d'autres élèves quand même, Sean Foley. Il l'aime bien. Il m'a dit, je l'aime bien ce gars-là. Bon, évidemment, il va pas dire le contraire, mais qui n'aime pas de toute façon Alex Levy. Qui n'aime pas, quand vous êtes coach, un joueur qui a gagné 5 fois sur le tour, qui drive bien, qui est capable de bien putter et de gagner, et qui est jeune. Donc, il aime bien Sean Foley, mais bon, évidemment, il avait Justin Rose ici, il a Danny Willett, je crois qu'il a Otongli aussi, non, Otongli, Otongli, je crois qu'il bosse avec, je crois qu'il bosse, je sais plus. Ouais, il a un paquet de joueurs et il a pris le temps d'aller bosser au practice, ils ont bossé une bonne heure ce matin ensemble au practice. Et il cherche, je peux vous dire que Sean Foley, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est beaucoup de biomécanique, mais Sean Foley, il encourage, il parle beaucoup avec Alex Levy à oublier le résultat. Le résultat, c'est un détail, c'est plutôt le process qui est important, hein, comme beaucoup de coachs disent. Donc voilà, Sean Foley, il va s'occuper de lui, c'est pas le souci, mais le problème, c'est que s'il se voit tous les 2 mois et FaceTime et tout, c'est bien, mais se voir en vrai, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Avant de conclure cette émission, voilà. avant de conclure cette émission et de partir sur le jeu préféré d'Arnaud, qui est celui des pronostics, moi j'ai un petit jeu préféré, c'est mon petit quiz. Moi j'en mettrai 2 dans chacune des émissions que j'animerai. C'est comme ça, ce sera ma petite trademark. Vous savez qui avait empoché le British quand ça s'était joué la dernière fois à Portrush en 1951? Certain Faulkner. Vache, non mais Arnaud, mais tu défonces tout le monde là. Et est-ce que tu savais la particularité à l'époque du British Open? En plus d'avoir été gagné par Max Faulkner. Il jouait 2 derniers tours le samedi, non? Le type, il a allumé les notes, c'est pas possible. Exactement. En fait, le tournoi se déroulait bien sur 72 trous, mais on jouait les 36 derniers trous le dimanche, donc c'était autre chose. C'est pas le samedi même, je crois. Je pense que je jouais pas le samedi. Je crois que c'était le dimanche, non, quand même. Faut pas déconner. D'accord. Bon, évidemment, on va terminer cette émission en fanfare et en beauté avec le jeu pourri des pronostics. Qui peut me dire qui boira le plus de Guinness dimanche dans la Claret Jug? Je vais commencer évidemment par Arnaud parce que c'est lui le roi des pronostics. Au British, c'est infaisable. Je crois que la moyenne des 10 derniers vainqueurs, je crois, c'est 33e mondial, donc c'est super dur au British. C'est vraiment le tournoi où c'est le plus dur de. Ouais, mais justement, allez. On se donne rendez-vous vendredi soir éventuellement pour en parler. Mais allez, il faut se mouiller un peu. Alors je vais pas donner un nom, je vais en donner 4. Je vais en donner 4. D'ailleurs, je vais pas donner de nom. Je vais donner une nationalité. Ouais, non. On va dire un français. Non, allez hop. C'est super, ça, bravo. Ben, tu te mouilles un peu plus qu'Arnaud là parce qu'il je me mouille quand même. Alors là, si on les joue, ils sont tous à 100 contre 1. Je me mouille. Ben, tu parlais tout à l'heure de Jon Rahm. Tu peux développer un peu? Ouais, je reste sur Jon Rahm avec ce petit bémol qu'il a jamais fait encore de top 40 au British, mais bon, il en a joué 3. Et une fois encore, c'est très dur à prévoir. Si vous tombez sur le mauvais draw, sur le mauvais nuage, c'est pas pour vous. Il a gagné 2 fois en Irlande et un top 4. Il connaît les links. Donc, j'aime beaucoup Jon Rahm, mais je pense qu'il va finir par en gagner un. Mais bon,
faut que les étoiles s'alignent. Après, un petit coup de cœur avec un joueur que j'aime bien, Henrik Stenson, que j'ai croisé en train de faire la gueule sur le parcours. C'est bon signe en Et en général. train de signer des autographes, qui répondait à peine au public. Mais bon, enfin, toujours très sympa, Henrik Stenson. Hein. Mais bon, il était dans sa bulle, et j'en parlais avec un gars de Callaway qui s'occupe de son matos. Il m'a dit, attention, Henrik Stenson, il fait la gueule cette semaine. Et quand Henrik Stenson, il est grumpy, Henrik Stenson, il gagne. Donc voilà, sachant qu'il reste sur 3 top 10 sur ses 3 derniers tournois et qu'il axe sa saison sur les gros tournois et notamment les majeurs, et qu'il a un peu plus de 40 ans, et comme Arnaud l'a dit, c'est un peu la mode ces 10 dernières années au British, les vainqueurs un peu âgés. Pourquoi pas Stenson? Maintenant, ensuite parmi les Britanniques, Pepperell, Fitzpatrick, voire Lowry ou Willett, l'un de ces 4-là. Shane Lowry. Et Langasque en numéro 1 français. Willett. Mais allez, c'est son choix, c'est son choix. Ouais. Et tu sais quoi, regarde, moi je vais me mouiller. Moi je vais mouiller pour une fois. Je me mouille jamais dans les pronostics, mais cette fois-ci, je mets une pièce sur roulement de tambour, Martin Keimer. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il est pas dans le champ et que pour une fois, je pourrais jamais me gourer. Et c'est donc bien sur ce non-choix que s'achève ce nouvel opus de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Merci à vous de l'avoir écouté et évidemment à Arnaud, Thius et Benjamin Cadieux du Journal du Golf de m'avoir grandement aidé à l'animer. Bien sûr, merci au plus toulousain des réalisateurs, j'ai nommé le sémillant Rémi Rivière. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, bon British, à plus.